temps du numérique Merci, sur Mary. BFM Business, le prix du public. Ouais, on va le découvrir, ce Un prix prix du public. particulier, Ouais, c'est Anthony. peut-être sûrement le plus important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est votre prix, vous qui êtes dans la salle, vous qui nous regardez sur BFM Business ou qui êtes sur Internet, vous avez voté massivement, plus de 10 000 votants, il y avait 115 projets au départ, à la fin il peut en rester 15, c'est comme dans Highlander, et c'est vrai que ça a été un vrai succès, quoi, ce prix du public. Alors, on va appeler celui qui va le remettre, ce prix, le directeur général de Deezer, Simon Baldero. La petite musique qui va bien. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est ce qui cartonne sur Deezer, c'est en ce moment? C'est ce qui cartonne sur Deezer. Il y a tout qui cartonne sur Deezer. On a toutes les musiques sur Deezer. Ah, mais il y en a des plus populaires que d'autres, c'est ce que je veux dire. Ouais, on peut voir tous les tops. On peut voir ses tops en playlist. On peut avoir ses artistes, ses albums favoris. Bon. Alors, Simon Baldero, vous êtes l'heureux PDG donc, de Deezer, mais finalement, je ne suis pas sûre, sincèrement, moi je l'ignorais un petit peu, que ce succès était finalement une réussite française. C'est une réussite française et c'est une réussite du public. C'est le public en fait qui a créé Deezer. C'est-à-dire qu'en 2007, alors moi j'avais pas la chance d'être dans les deux fondateurs. Les deux fondateurs, c'était deux Français effectivement, Daniel Marilly et Jonathan Banassaya, qui avaient 22-28 ans, imaginez, et qui ont les premiers imaginé un site sur lequel la musique serait totalement gratuite, financée par de la publicité. Ça a été révolutionné, magique. sincèrement. Ouais. Ça a tout révolutionné, c'était magique. En quelques mois, il y avait des millions de visiteurs uniques sur le site. Et pour l'industrie musicale, ça a été un tsunami absolu, parce qu'on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, les usages changeaient. Ouais. Et 10 ans après, presque 10 ans après, on est en 2007, donc on n'y est même pas encore, l'industrie musicale a totalement basculé. Ils commencent tout juste à le reconnaître, c'est ça le truc. Parce qu'on a vu là les chiffres, je crois que c'était Warner qui disait que pour la première fois, les ventes par streaming avaient dépassé les revenus des MP3. Ce qui est une petite révolution, hein, parce que c'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné. La première révolution effectivement de la musique, c'est quand iTunes est arrivé, que les gens pouvaient acheter de la musique dématérialisée. Mais en fait, ça apportait pas beaucoup plus de valeur que ça. C'était juste qu'on pouvait en stocker plus. Mais bon, à la limite, le Walkman faisait déjà un petit peu l'affaire avant. Oui, ce qui a vraiment tout changé, c'est les services de streaming. Là, on possède plus la musique, on peut y accéder. C'est un usage. Et c'est l'usage et la valeur est dans l'accès, encore plus dans le contenu. Donc Deezer, c'est avant tout un service. Et notre métier, c'est de générer des coups de cœur tous les jours. Ouais. Le buffet à volonté musicale, ça c'est vrai que ça change la vie, quoi. C'est le buffet à volonté, mais c'est aussi, on est à la fois le plus gros jukebox et on est aussi le meilleur disquaire. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est quand même de donner des bonnes recommandations, d'essayer de connaître le consommateur et de générer des coups de cœur. C'est vraiment ça. Et effectivement, pour l'industrie musicale, tout a basculé. Maintenant, elle nous supporte complètement, alors que de tout démarrage, les relations pouvaient être plus compliquées. On a vraiment basculé dans un autre monde avec tous nos partenaires. Même maisons les de disques. artistes sont toujours... c'est un peu compliqué parfois avec les sites de streaming, on le voit parfois, que ce soit avec vous, avec Spotify, vos concurrents, ils sont pas toujours très fans, quoi. Ils disent, voilà, à chaque fois qu'on clique, en gros, ça nous rapporte une fraction de centimes. Bon, c'est super quand on s'appelle, je sais pas, Prince ou les Rolling Stones, mais quand on est un petit artiste indépendant, c'est pas si simple. En fait, ils sont tous convaincus, parce qu'ils sont tous là. Il y a par contre une petite éducation à faire, c'est-à-dire qu'un artiste, historiquement, quand on lance un CD, eh bien, on fait 80% de ses revenus le premier mois de sortie du CD. On fait 90% de ses revenus les 3 premiers mois. Et après, les CD sortent des bacs et il n'y a plus rien. Ce qui change tout, c'est qu'on est payé maintenant à l'écoute de musique, et du coup on a quelque part des revenus qui tombent pendant des années et des années et des années, donc on perçoit autant, voire plus avec le streaming, mais ça prend plus de temps. Donc c'est cette éducation-là qui prend un peu de temps. C'est quoi le revenu? Combien touche un artiste par morceau écouté, vraiment? Ça, c'est très compliqué, puisque justement, c'est un mélange entre les écoutes qui sont faites gratuitement, puisqu'on a un service gratuit qui est financé par de la publicité, qui de façon autonome ne suffit évidemment pas à rémunérer toute l'industrie musicale, mais ce service gratuit n'existe que parce qu'il permet de générer des abonnés payants. Et quand on regarde la rémunération de l'abonné payant, finalement, la musique est valorisée aussi bien, voire mieux, que les CD, que les fichiers MP3. Parce que personne ne s'était jamais posé la question de combien de fois on écoutait un CD, mais à l'écoute, ça rapporte pas forcément plus. Donc non, l'industrie est maintenant totalement convaincue sur le modèle. Vous avez annoncé mardi que Deezer allait intégrer des podcasts de radio du monde entier et les diffuser, peut-être bientôt d'ailleurs BFM sur Deezer. Est-ce que vous êtes finalement en train de changer de modèle en proposant du contenu ?
Oui, c'est un changement très important pour Deezer, qui effectivement depuis 2007 ne diffusait que de la musique. Et c'est vrai que l'histoire de Deezer, c'était une société de musique qui se basait sur une technologie. Et on a un peu basculé, puisqu'on a en fait aussi une technologie qui permet d'accueillir d'autres types de contenus. Et nous, on a la conviction que pour le consommateur, le consommateur, il a envie d'écouter de la musique, il a envie d'écouter, de se laisser parfois porter de façon passive. Donc on a pour ça des éditeurs et des recommandations algorithmiques pour lui. On a des consommateurs qui veulent de la musique et qui veulent vraiment savoir, ils savent ce qu'ils veulent écouter. Mais parfois, ils ont envie d'écouter de l'information, parfois, ils ont envie d'écouter un talk sur du sport, sur de la politique. Et en fait, toute la dimension audio est extrêmement importante. Ouais. Et on pense que c'est vraiment complémentaire, plus encore que de la partie vidéo. Donc nous, notre ambition, c'est d'être le leader sur l'écoute audio pour l'ensemble de nos consommateurs. Vous êtes aussi un groupe qui a eu la chance à un moment d'être appuyé par un beaucoup plus gros groupe, qui est Orange. Ça, c'est une vraie chance quand on est une start-up, qu'on essaye d'évoluer. Oui. Alors, on a eu la chance, je crois, et on a réussi à savoir s'associer avec des plus gros que nous. Effectivement, il y a eu les maisons 10 d'abord. On a réussi à les convaincre de l'intérêt de travailler avec nous dès 2007. Et puis, quand on a rencontré Orange en 2010, on a donc Orange qui est aujourd'hui un actionnaire qui a à peu près 10% du capital. Mais on a réussi à les convaincre de l'intérêt de porter dans leurs abonnements des solutions de musique. Et c'est vrai que ça nous a bien accompagnés. Et du coup, on a créé un modèle qui fait qu'on a 3 sources de revenus aujourd'hui. Le modèle économique de Deezer, il est finalement assez simple. Un site gratuit qui permet de découvrir le service et qui est financé par de la publicité. Des abonnements payants qui sont à 10 € par mois. Et puis, on a un circuit un peu intermédiaire qui est de passer par les opérateurs télécoms. Et du coup, on a finalement une économie qui est assez équilibrée. Vous avez devant vous plein d'entrepreneurs en herbe, de jeunes porteurs de projets, des étudiants qui veulent entreprendre, inventer. Quelques conseils, 1 ou 2 trucs? Alors le premier conseil, c'est vraiment celui-là, c'est arriver à percevoir chez les personnes avec lesquelles on travaille l'intérêt stratégique. On a réussi avec les maisons de disques, on a réussi avec les opérateurs télécoms, et c'est ça qui nous a fait décoller. Le deuxième, c'est plus difficile encore à trouver, c'est la bonne alchimie entre les fondateurs du début. Donc là, pour le coup, il y avait vraiment le binôme parfait, au tout démarrage avec un développeur et quelqu'un qui était un peu plus business. De savoir s'entourer ensuite par les bonnes personnes, les 15 premières personnes sont évidemment clés. De savoir ensuite avoir les bons actionnaires qui s'alignent sur des ambitions communes, sur une stratégie commune. Nous, on n'était que français, il a fallu que tout le monde soit d'accord sur la stratégie internationale, il a fallu faire 5 tours de levée de fonds, donc il y a eu quand même pas mal de sujets qui auraient pu être des sujets de discorde, et on a eu la chance que tout le monde soit toujours aligné sur tous les sujets, ce qui est vraiment un point quand même important pour une société qui se développe aussi vite. Pour finir, Deezer dans 2, 3, 5, 10 ans. Dans 10 ans, c'est compliqué. Hein. Dans le numérique, on compte en années chiens. Donc déjà, une année, c'est cette année, en gros. Oui, c'est compliqué. Comment vous voyez, voilà, à court terme, on va dire. C'est compliqué, et en même temps, là, pour l'industrie musicale, on voit assez clairement les choses maintenant. Quand on voit que la Fnac lance un service de streaming, ils ont lancé un il y a quelques temps. Ouais. Quand on voit que Apple veut lancer un service de streaming, il n'y a plus tellement de débat sur le modèle. L'industrie musicale sera sur un modèle d'abonnement qui représentera 60, 70, 80, 90% de ses revenus. Donc on voit assez bien iTunes où on va aller. Dead, voilà ce que vous nous dites. Non, Apple a même envie d'aller sur ce créneau-là. Oui, sur le streaming, voilà. Oui, d'accord. iTunes, oui, la partie achat sera très compliquée. Donc on voit effectivement où est-ce qu'on a envie de se différencier. On pense que, encore une fois, la complémentarité audio, musique sera extrêmement importante, je pense, dans les années qui viennent. Parfait, merci beaucoup. Merci Simon. On va découvrir dans quelques instants le nom du lauréat, mais avant, évidemment, les parrains administrateurs du Syntec numérique. Les parrains, Pascal Brière, le directeur général adjoint d'Altran, Thierry Sioufi, senior vice-présidente marché public et santé du groupe CSO Atos, et Pierre-Louis Biaggi, vice-président domaine réseau chez Orange Business Services. Et Simon Balleroux va nous faire découvrir le lauréat du prix du public. Alors, le prix du public est attribué à Codol. Codol, et on appelle... Ah ouais, d'accord. Ils sont plusieurs. J'allais en appeler un, mais en fait, voilà. On en a combien? 9? Bonsoir. 1, 2. Oh, moi, je crois que je vais disparaître derrière. Stéphanie, on va pas... Ouais, non, ça y est, au revoir. On n'a pas intérêt à dire trop de mal, allez-y. Il va falloir que vous vous mettiez tous au centre, les amis, là, parce que vous allez sortir du champ de la caméra. Restez par là, voilà.
Bonjour. Bonjour messieurs, à dames. tous. Bienvenue. Bon courage pour l'interview. Bravo, oui, c'est ça. Je fais quoi? Je pose une question à chacun? Non, Adrien Damoison, c'est vous? On va d'abord regarder un petit peu ce qui se passe en images quand même. Oui, quand même, comprendre. Codol est une plateforme interactive qui permet d'apprendre la programmation grâce à un enseignement par projet. Il suffit de sélectionner le programme qui vous intéresse pour apprendre à le créer. Chaque notion est illustrée par un exemple concret, mais également par une animation ludique. On apprend ainsi par étapes, à son rythme, en s'appropriant uniquement les notions nécessaires à la réalisation de son projet. Le tout sans aucune installation logicielle. Alors déjà, qui parle? Qui est le fondateur? Parce qu'il va falloir se mettre d'accord. Adrien Damoison. Adrien Damoison, Bon. c'est vous. Bravo. Merci beaucoup. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ce prix, c'est le fait que vous ayez reçu le prix du public et pas un autre. Parce que ça montre bien qu'il y a une espèce de prise de conscience dans la société de l'importance qu'a pris la programmation, le code, cette brique de base de notre vie numérique, dont on n'a pas toujours conscience finalement. Vous, évidemment, vous en avez tous conscience, qui êtes ici, mais au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte que dans les applications qu'on utilise, les logiciels, les services, tout ça, c'est des lignes de code. Oui, et vous essayez de mettre ça en avant finalement. Effectivement, et on s'en est rendu compte en lançant la démonstration la semaine dernière. Donc on a une petite version de démonstration, on a eu 200 utilisateurs les 24 premières heures, et on a trouvé ça impressionnant parce Montez un petit peu le micro. Il y a une prise de conscience qui a monté ces derniers temps, et on a vraiment envie de surfer sur cette vague et de montrer aux gens encore plus qu'ils ont besoin d'apprendre à coder pour comprendre d'un côté les outils que nous-mêmes on développe en ce moment, et aussi tout simplement parce que les gens ont vraiment besoin de savoir développer leurs propres outils aujourd'hui. Ce sera aussi important demain, ou même aujourd'hui, qu'apprendre une deuxième langue vivante ou une troisième langue vivante. C'est exactement ça. C'est de ce niveau-là aujourd'hui. Le monde numérique est en train de tout changer, mais vraiment tout changer. Et on est sûr que demain, 100% des opportunités business reposeront sur le numérique. Ainsi que, c'est très fou, mais quand j'ai commencé mes études en 2012, il manquait 50 000 développeurs. Aujourd'hui, 3 ans seulement après, on estime qu'il en manque 100 000. Ça veut dire qu'on monte de manière exponentielle vers un monde de plus en plus numérique. Donc si les gens ne sont pas capables de bien maîtriser l'outil, ça risque d'être embêtant. Et en même temps, votre outil à vous, celui que vous mettez en place, c'est du codage ou de la programmation à la douce, on va dire. C'est pas à la geek, Exactement. à l'ancienne, avec des bouquins, machin, les Voilà. balises, les trucs et les machins. Non, c'est pas ça. C'est je choisis mon projet. Donc par exemple, le jeu Pong, que tout le monde connaît, c'est fun à développer. Et on leur dit, alors vous allez pouvoir développer un Pong en 5 heures de travail, c'est très simple. Alors la personne commence, et puis on l'accompagne, on a notre petite mascotte qui s'appelle Cody, et qui apporte les notions au fur et à mesure, celles dont vous avez besoin. Et alors, vous apprenez, vous dites qu'il faut écrire de telle façon, il faut mettre la balise ici. C'est très interactif, ce qui permet à l'utilisateur de s'y retrouver. On lui dit donc pour faire ça, il faut faire comme ça, voilà. D'accord, tout simplement. Très très simple. Et la personne fait elle-même. Alors nous, notre priorité avec l'outil, c'est que la personne ait toujours les mains sur le clavier pour qu'elle soit vraiment en action. Et ça, alors ça va toucher qui? Parce que je me posais la question en fait, en voyant les images du projet, est-ce que quelqu'un qui, je sais pas, comme moi j'ai eu un peu plus de 30 ans, j'ai jamais fait une ligne de code de ma vie, les applications que je veux, je les ai sur l'App Store, ou il y en a des millions maintenant. Ouais. Est-ce que j'ai besoin, quand je veux un pullover, je l'achète, je le tricote pas, vous voyez ce que je veux dire? Et là, comment est-ce que vous allez convaincre tous ces gens-là de venir au code? Alors, tout d'abord, dans les cibles évidentes, il y a le grand public qui a, donc, comme je le disais, besoin de comprendre le code pour qu'on puisse, derrière, plus facilement leur expliquer les besoins qu'on a. Deuxième cible, c'est les entrepreneurs qui sont malheureusement aujourd'hui beaucoup trop rattachés à leurs développeurs, qui n'ont même plus la main sur le produit parfois. Et enfin, donc c'est aussi une des actions de Syntec Numérique, ajouter l'apprentissage de la programmation aux jeunes. Donc, notre but aussi, c'est que la plateforme puisse être un outil d'aide à l'enseignement de la programmation pour les enseignants à l'école. L'outil est en bêta pour l'instant, c'est ça? L'outil, c'est une alpha plutôt. Une alpha, ouais, voilà. On n'est même pas en bêta. On a une version démo et on essaye de sortir la bêta d'ici 3-4 mois. D'accord. Et le produit final?
D'ici un an, je pense, parce qu'il y a des grosses contraintes de sécurité. Un petit commentaire peut-être, un mot pour nos lauréats, parce qu'ils sont nombreux. Non, mais je crois que je vais m'y mettre pour essayer de suivre un peu tout ce que nos 70 développeurs font toute la journée. Non, c'est fabuleux. Évidemment que tout le monde manque de développeurs. C'est la denrée la plus rare sur le marché. Même quand on s'appelle Deezer, c'est dur d'en trouver. Donc évidemment, continuer, ça va forcément cartonner. Merci beaucoup. Merci à tous.